Avant l'aube, 5 jours à peine ont suffi pour fissurer un calme déjà précaire autour du Sahel. Des indices épars se sont assemblés en un paradoxe froid, des flux financiers minutieusement tracés, tandis que la diplomatie restait suspendue dans un silence calculé. Que doit comprendre le spectateur de cette attente tendue lorsque la question de la souveraineté converge vers le nom d'Ibrahim Traoré? Chaque heure qui passe redessine les lignes rouges régionales et le coût d'une décision retardée augmente sans bruit. Ce récit promet de démêler sans emphase ni raccourci les mécanismes précis d'une crise où chaque geste diplomatique pèse autant qu'un mouvement militaire. En moins de 20 minutes de lecture, le spectateur gagne une clé de compréhension: distinguer le bruit stratégique des faits exploitables. L'enjeu dépasse un simple différend bilatéral, car ce qui se joue ici concerne la capacité d'un État sahélien à faire respecter une décision judiciaire sans provoquer un embrasement régional. À mesure que les silences s'allongent, les risques s'accumulent: erreurs de calcul, instrumentalisation extérieure, fractures durables entre pays voisins. Ce cadre permet d'analyser pourquoi certaines options, pourtant populaires, peuvent-ils se révéler contre-productives, et pourquoi la retenue apparente peut aussi devenir un levier. L'objectif n'est pas de désigner des héros ou des coupables, mais d'éclairer les coûts réels de chaque trajectoire possible. Comprendre ces coûts, c'est déjà réduire l'angle mort dans lequel naissent les crises prolongées. La mini-révélation tient en deux éléments factuels qui changent la lecture de la crise: une série de messages interceptés et un flux financier précis, évalué à 100 millions de francs CFA, reliant des intermédiaires à un réseau plus large que prévu. Ces données suggèrent que l'affaire ne se limite pas à un homme en fuite, mais à une architecture de déstabilisation régionale soigneusement structurée, visant directement le pouvoir en place. À partir de là, le contexte s'éclaire différemment. Quelques semaines après une tentative d'assassinat manqué visant 19 officiers, les autorités burkinabées pensaient avoir repris le contrôle. Les réseaux paraissaient désorganisés, les dispositifs de sécurité renforcés, et le climat intérieur semblait stabilisé. Pourtant, ces signaux rassurants masquaient une dynamique souterraine encore active. Les échanges interceptés montrent des connexions persistantes entre d'anciens officiers exilés et des cellules dormantes à Ouagadougou, révélant une continuité opérationnelle là où l'on croyait voir une rupture. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré convoque un cercle restreint de conseillers. Le problème n'est plus seulement judiciaire, mais stratégique. Comment exposer un complot sans offrir de prétexte à une escalade extérieure? La demande d'extradition publique devient alors un acte à double tranchant. Elle signale une volonté de transparence et de fermeté, tout en révélant l'existence d'un travail de contre-espionnage mené en amont, avec des preuves accumulées patiemment. En parallèle, le silence officiel de l'État voisin cesse d'être neutre. Chaque jour sans réponse transforme l'attente en variable politique, observée par les chancelleries et interprétée comme un test de retenue. Le contexte régional, marqué par des accords militaires hérités du passé colonial, amplifie ce risque. Une action précipitée pourrait requalifier une affaire de justice en crise sécuritaire internationale. Ainsi, la mini-révélation ne réside pas seulement dans les chiffres ou les messages, mais dans leur timing. Ils apparaissent au moment précis où la patience devient un instrument aussi puissant que la force. Dans cette séquence, le personnage guide n'est pas seulement un chef d'État, mais une fonction incarnée, celle qui relie les décisions abstraites aux conséquences immédiates sur le terrain. À Ouagadougou, les premières mesures prises après la révélation du complot ont un effet rapide et visible.
Les officiers identifiés comme cibles prioritaires sont placés sous protection renforcée et les circuits de communication interne sont révisés pour limiter les fuites. Ces ajustements techniques discrets traduisent une lecture prudente de la menace. Un premier cas illustre cet impact précoce. Dans une caserne périphérique, des unités voient leur rotation modifiée et leurs entraînements recentrés sur la vigilance intérieure plutôt que sur les opérations extérieures. Le message est clair, la priorité immédiate n'est pas l'offensive mais la consolidation. Pour les soldats concernés, cette réorientation change le quotidien entre attente tendue et discipline accrue. Un second cas se joue hors des murs militaires. Dans les marchés et les quartiers populaires, la rumeur d'une crise imminente circule, mêlant inquiétude et fierté. Les appels officiels au calme, relayés par les médias nationaux, visent à contenir l'anxiété sans masquer la gravité de la situation. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère symbolique, un chef attendu non pour des gestes spectaculaires, mais pour sa capacité à tenir une ligne. L'impact précoce se mesure donc moins en annonces qu'en signaux. La retenue affichée envoie un message aux alliés comme aux adversaires. Le temps est utilisé pour verrouiller l'intérieur avant de peser sur l'extérieur. Dans cette phase, chaque décision cherche à répondre à une question simple et lourde de sens. Comment protéger l'essentiel sans déclencher l'irréversible? Avant le basculement, la séquence semblait presque routinière. Après l'échec d'un complot sanglant, les autorités burkinabées affichaient une confiance prudente. Les réseaux hostiles paraissaient affaiblis, plusieurs intermédiaires avaient été neutralisés et la communication officielle insistait sur un retour progressif à la stabilité. Dans ce contexte, beaucoup pensaient que la menace immédiate était contenue, sinon neutralisée. C'était l'avant marqué par une vigilance relâchée mais assumée. Puis survient l'élément déclencheur. Des messages interceptés, analysés sur plusieurs semaines, révèlent une continuité opérationnelle inattendue. Les échanges relient des officiers en exil à une cellule dormante restée active à Ouagadougou. Ce n'est plus une hypothèse, mais une chaîne cohérente appuyée par des transferts financiers précis. L'événement n'est pas spectaculaire en apparence, mais il agit comme un révélateur. À partir de là, la crise change de nature. Le cœur de la ligne événementielle se joue en quelques heures décisives. Un matin, à 8 heures, le ministère des Affaires étrangères publie un communiqué exigeant officiellement l'extradition de Paul-Henri Damiba. 30 minutes plus tard, aucune réponse. À midi, l'information circule dans l'ensemble de l'espace sahélien. Les médias relaient, les réseaux sociaux amplifient, et le silence du pays voisin devient assourdissant. Ce vide de réponse marque le passage au pendant, une phase où chaque heure sans mots alourdit la tension. Dans l'après-midi, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré réunit l'état-major. Les cartes sont déployées, les scénarios envisagés méthodiquement. Pression diplomatique accrue, options militaires limitées, maintien du statu quo. Aucun choix n'est acté, mais un principe domine les échanges. Éviter le piège d'une réaction qui transformerait une demande judiciaire en provocation régionale. Pendant ce temps, à Paris, des signaux filtrent. Les accords de défense existants sont rappelés et l'idée d'une vigilance renforcée est discrètement évoquée. La montée vers le point culminant est moins visible que redoutée. Il n'y a ni affrontement frontal ni déclaration martiale, mais une accumulation de micro-signaux. Des radars scrutent les frontières, des messages codés circulent entre alliés sahéliens et les casernes passent en alerte discrète. Dans les villes, la population ressent l'atmosphère pesante sans en connaître tous les ressorts. Les chants patriotiques diffusés à la radio côtoient les prières murmurées dans les marchés. Le point culminant n'est pas une explosion, mais une phrase.
En fin de journée, un porte-parole annonce que toutes les voies diplomatiques seront épuisées sans renoncement au principe. Cette formulation, soigneusement calibrée, marque la transition vers l'après. Elle signale une retenue assumée tout en laissant entendre que la patience n'est pas infinie. Les répliques ne tardent pas. Les réseaux sociaux s'enflamment, le soutien populaire s'affiche et la figure d'Ibrahim Traoré devient un symbole de fermeté contenue. À l'international, les chancelleries réévaluent leur position, conscientes qu'un simple faux pas pourrait requalifier l'ensemble de la séquence. La ligne des événements, du calme relatif à la tension maîtrisée, révèle ainsi une dynamique clé. Ici, l'absence de gestes spectaculaires n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Pour disposer d'un point de départ clair, on peut retenir ceci. Avant la mise au jour du réseau, les services burkinabés estimaient que les tentatives de déstabilisation majeures relevaient d'initiatives isolées, espacées dans le temps et portées par des acteurs faiblement coordonnés. Cette lecture a basculé avec un chiffre précis: 40 tentatives d'assassinat recensées depuis l'arrivée au pouvoir, dont une concentration récente visant directement la chaîne de commandement militaire. La variation est nette. On passe d'un risque diffus à une pression systématique et continue. Vient ensuite l'indicateur des flux financiers. Les enquêteurs identifient un montant central, 100 millions de francs CFA, transitant par des sociétés écrans et des intermédiaires itinérants. Pris isolément, ce chiffre pourrait paraître modeste à l'échelle régionale. Rapporté au contexte, il change de sens. Il correspond au financement ciblé d'opérations clandestines, avec des coûts logistiques réduits, mais un potentiel de déstabilisation élevé. La différence entre l'avant et l'après est claire. Les soupçons deviennent traçables et la preuve matérielle remplace l'intuition. Un autre repère permet de mesurer l'évolution du climat sécuritaire. Après l'échec du dernier complot, 19 officiers figurant sur une même liste sont placés sous protection spéciale. Ce chiffre n'essaie pas seulement un inventaire humain, il indique l'ampleur de l'attaque planifiée, neutraliser simultanément plusieurs niveaux de commandement pour paralyser l'appareil militaire. Comparé à des tentatives antérieures plus dispersées, cette stratégie marque un saut qualitatif dans la sophistication des menaces. Ces données, mises en regard, produisent un effet cumulatif. Elles montrent que la crise n'est pas une réaction émotionnelle à un incident ponctuel, mais la réponse à une série de signaux convergents. Pour Ibrahim Traoré, la bascule se situe précisément là. Les chiffres autorisent une exposition publique du dossier sans tomber dans la spéculation. Chaque valeur devient un élément de narration factuelle, destiné autant à l'opinion nationale qu'aux observateurs étrangers. L'interprétation de ces preuves s'accompagne d'une contrainte. Les nombres, s'ils renforcent la légitimité de la demande d'extradition, augmentent aussi la visibilité internationale du dossier. Plus les données sont précises, plus elles attirent avec l'attention des acteurs disposant d'accords militaires et de leviers diplomatiques. Le passage du qualitatif au quantitatif transforme ainsi une affaire interne en enjeu régional. Enfin, la lecture dynamique des chiffres éclaire le choix stratégique. Une réponse militaire immédiate pourrait interrompre la série, mais au prix d'une requalification juridique du conflit. À l'inverse, l'utilisation graduée des preuves permet de maintenir la pression tout en évitant le seuil critique. Dans ce cadre, les chiffres ne servent pas à frapper, mais à contenir. Ils deviennent un outil de temporisation active, où la patience s'appuie sur des faits vérifiables plutôt que sur des promesses. Deux thèses opposées structurent le débat, chacune appuyée sur des arguments qui méritent d'être pris au sérieux. La première défend l'action rapide. Ses partisans estiment que chaque jour d'inaction prolonge l'humiliation nationale et accroît le risque de voir les réseaux hostiles se réorganiser. Il rappelle des précédents sécuritaires récents
où l'attente avait coûté cher tandis qu'une intervention décidée avait permis de reprendre l'initiative. Dans cette lecture, la souveraineté ne se négocie pas. Si un individu recherché est protégé au-delà de la frontière, l'État lésé doit aller le chercher, au besoin par des moyens coercitifs limités. Le raisonnement est simple. Frapper vite réduit l'incertitude et envoie un signal dissuasif. La seconde thèse plaide pour la stratégie longue. Elle part d'un constat différent. Dans un environnement régional saturé d'accords de défense et de lignes rouges héritées, une action précipitée risque de transformer un dossier judiciaire en prétexte d'ingérence. Selon cette approche, la véritable victoire n'est pas l'arrestation immédiate d'un homme, mais la démonstration qu'un État sahélien peut imposer sa demande par le droit, la preuve et la patience. Les défenseurs de cette option soulignent que les chiffres documentés, les messages interceptés et les flux financiers tracés constituent un capital politique qui se valorise dans le temps, pas dans l'urgence. La réfutation ne consiste pas à disqualifier l'une des thèses, mais à les mettre à l'épreuve des faits disponibles. Les données montrent que la pression existe déjà sans mouvement militaire. Alerte discrète, vigilance accrue aux frontières, mobilisation diplomatique progressive. Elles indiquent aussi qu'un franchissement non autorisé pourrait activer mécaniquement des dispositifs de protection régionale, changeant la nature du conflit. Autrement dit, l'action rapide promet un gain symbolique immédiat, mais expose à un coût stratégique élevé. À l'inverse, la stratégie longue comporte un risque réel d'usure interne. Le soutien populaire peut s'effriter si le silence se prolonge sans résultat visible. C'est là que l'arbitrage devient central. Maintenir la crédibilité de la fermeté tout en retardant le geste irréversible. Dans cette zone grise, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'arbitre d'un choix binaire que comme le gestionnaire d'un tempo. La question n'est donc pas agir ou attendre, mais comment faire de l'attente une action. À ce point médian, la crise change de visage, non par un événement spectaculaire, mais par un renversement de lecture. Ce qui apparaissait jusque-là comme une retenue subie se révèle être une stratégie assumée, pensée pour déplacer le centre de gravité du conflit. L'enjeu n'est plus seulement d'obtenir une extradition, mais de forcer chaque acteur à se positionner publiquement face aux faits documentés. Cette bascule s'opère lorsque des éléments internes commencent à circuler hors des canaux officiels. Un rapport de sécurité, sobre dans sa forme mais précis dans son contenu, confirme des contacts répétés entre des responsables étrangers et des intermédiaires liés au dossier. L'effet est immédiat. Le débat quitte le terrain des suppositions pour entrer dans celui de la preuve contextualisée. Le silence, jusque-là interprété comme une attente prudente, devient un signal politique lourd. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un changement de posture. Il ne s'agit plus de contenir uniquement la tension intérieure, mais d'exposer progressivement la mécanique du piège perçu. La retenue se mue en stratégie d'exposition contrôlée. Montrer sans surjouer, nommer sans provoquer, documenter sans menacer. Ce déplacement oblige les partenaires régionaux et extérieurs à ajuster leur discours, car l'ambiguïté devient plus coûteuse que la prise de position. Le midpoint reveal tient donc dans cette inversion. La patience n'est plus défensive, elle est offensive sur le plan narratif. À partir de là, chaque jour de silence adverse cesse d'affaiblir la position burkinabé et commence au contraire à renforcer la cohérence de son récit. La crise entre dans une nouvelle phase où l'arme principale n'est ni militaire ni diplomatique, mais temporelle. Les effets de cette crise se déclinent désormais de manière tangible, selon les acteurs concernés, et dépassent largement le cercle des décideurs politiques. Pour l'État burkinabé d'abord, la situation impose une réorganisation silencieuse mais coûteuse. Les dispositifs de sécurité intérieure sont renforcés, les protocoles de renseignement revus
et une partie de l'énergie administrative est absorbée par la gestion de la crise. Cette mobilisation permanente a un prix institutionnel. Elle ralentit certaines réformes et concentre le pouvoir décisionnel autour d'un noyau restreint avec pour objectif de limiter les fuites et les erreurs de calcul. Pour Ibrahim Traoré, cette centralisation temporaire est assumée comme une mesure de protection, mais elle reste difficile à maintenir sur la durée. Du côté des entreprises, les conséquences sont immédiates et contrastées. Plusieurs sociétés étrangères, notamment dans le secteur minier, suspendent ou ralentissent leurs opérations par crainte d'une dégradation diplomatique soudaine. Cette prudence affecte l'emploi local et les recettes fiscales à court terme. En parallèle, des acteurs régionaux, maliens et nigériens en particulier, manifestent leur intérêt pour reprendre certaines concessions. Le risque crée ici une redistribution des cartes économiques. L'incertitude chasse les investisseurs les plus exposés, mais ouvre un espace à des partenariats perçus comme plus alignés politiquement. Pour les citoyens, l'impact est à la fois psychologique et social. À Ouagadougou, comme dans d'autres villes, la peur d'un embrasement cohabite avec un sentiment de fierté nationale. Les veillées de soutien, les messages de solidarité et les symboles affichés traduisent une mobilisation émotionnelle forte. Dans le même temps, la fatigue s'installe. Les coupures ponctuelles, les rumeurs persistantes et l'attente prolongée pèsent sur le quotidien. Beaucoup ne demandent même pas une victoire éclatante, mais une stabilité suffisante pour reprendre une vie normale sans humiliation. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions sont stratégiques. Le Mali et le Niger affichent leur appui, consolidant l'axe sahélien, tandis que les pays côtiers observent avec prudence, conscients que toute escalade pourrait affecter les échanges commerciaux et la sécurité transfrontalière. Les analystes soulignent qu'une rupture durable entre le Sahel et ses voisins du Sud fragiliserait l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Inversement, une gestion contenue de la crise pourrait servir de précédent, montrant qu'une pression collective et documentée peut remplacer la confrontation directe. Ainsi, les conséquences concrètes dessinent un tableau nuancé. Aucun acteur n'est épargné, mais chacun ajuste sa position en fonction du tempo imposé. La crise n'est plus seulement une affaire d'extradition ou de souveraineté abstraite. Elle devient un test de résilience collective, où chaque choix influe sur l'économie, la cohésion sociale et l'équilibre régional autour de Ibrahim Traoré. Pour comprendre la suite, on peut envisager trois trajectoires possibles. La première serait celle d'une tension contenue qui se prolonge. Les négociations diplomatiques se poursuivent sans avancée décisive ni rupture ouverte. Le pays voisin maintient une neutralité prudente tandis que les partenaires extérieurs conservent une posture d'observation vigilante. Dans cette configuration, le dossier s'enlise dans des procédures et des échanges indirects. La stabilité intérieure est préservée, mais au prix d'une fatigue politique et sociale croissante. Ibrahim Traoré consolide ses alliances régionales et mise sur l'endurance, transformant la crise en une guerre froide du Sahel où chaque mot pèse plus qu'un acte. La deuxième verrait la situation s'infléchir sous l'effet combiné de l'opinion publique, des partenaires sahéliens et de la documentation accumulée. Une coopération judiciaire finit par s'imposer, permettant une extradition ou, à défaut, un mécanisme légal reconnu par les parties. Le traitement public de l'affaire devient alors un acte de souveraineté assumé. Dans ce cas, la diplomatie régionale sortirait renforcée et les accords sécuritaires existants seraient réinterprétés à la lumière d'un précédent africain. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu serait de transformer une crise tendue en capital politique durable, en montrant
qu'une stratégie patiente peut produire un résultat sans violence. La troisième, plus dangereuse, naîtrait d'un incident. Une patrouille mal interprétée, un tir perdu ou une initiative locale non coordonnée suffisent à franchir un seuil critique. Les mécanismes de défense régionaux s'activent, la logique sécuritaire supplante la logique judiciaire et l'escalade devient difficile à enrayer. Les conséquences seraient multiples: rupture diplomatique, contraction économique et retour d'une conflictualité ouverte que tous disent vouloir éviter. Dans cette hypothèse, le piège redouté se referme et les coûts dépassent largement l'enjeu initial. Face à ces trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Il ne s'agit pas de prédire laquelle se réalisera, mais d'identifier les signaux faibles qui orientent le tempo. Plus que la vitesse des décisions, c'est la cohérence entre preuves, discours et actions qui déterminera l'issue. La question centrale devient alors stratégique. Comment maintenir la fermeté sans fournir l'étincelle que d'autres attendent? Pour le spectateur, cette crise n'est pas un dossier lointain réservé aux chancelleries. Elle agit comme un révélateur de mécanismes qui façonnent désormais de nombreuses situations géopolitiques comparables. Elle aide d'abord à comprendre le temps long. L'affaire montre comment une décision apparemment retardée peut en réalité être utilisée pour accumuler des preuves, déplacer les contraintes et réduire les marges de manœuvre adverses. Lire la crise ainsi aide à ne pas confondre immobilité et stratégie. Elle apprend aussi à lire les signaux faibles. Communiqué laconique, silence répété, fuite ciblée, rappel d'accords anciens. Autant d'indices donnés souvent perçus comme secondaires, mais qui structurent l'évolution d'un conflit. Le spectateur gagne ici une grille d'analyse utile pour d'autres contextes où l'absence d'image spectaculaire ne signifie pas l'absence d'action. Comprendre ces signaux permet de mieux anticiper les bascules plutôt que de les subir. Elle rappelle ensuite la place du citoyen dans un rapport de force étatique. Les réactions populaires, les soutiens exprimés et la fatigue collective influencent directement la marge de manœuvre des dirigeants. La crise rappelle que la stabilité ne dépend pas uniquement des choix militaires ou diplomatiques, mais aussi de la capacité d'une société à accepter un tempo contraint sans se fracturer. Observer ces dynamiques aide à saisir pourquoi certains dirigeants privilégient la retenue malgré la pression. Enfin, cette séquence invite à une posture intellectuelle précise, suspendre le jugement immédiat. Face à des situations complexes, la tentation est forte de réclamer une action rapide et visible. Or, le cas étudié montre que la lisibilité d'une action n'est pas toujours proportionnelle à son efficacité. Pour le spectateur, l'enjeu est donc double: rester informé sans céder à l'émotion et distinguer la fermeté réelle de la simple gesticulation. La sortie du piège perçu repose sur une feuille de route graduée, conçue pour réduire les risques sans abandonner les principes affichés. D'abord, la diplomatie doit rester persistante. Il s'agit de multiplier les canaux formels et informels afin d'obtenir une réponse explicite tout en consignant chaque échange. Ce travail revient aux ministères concernés et aux émissaires régionaux de manière continue, et il se mesure à l'existence de traces écrites et de positions officiellement assumées. Ensuite, une transparence contrôlée peut être mise en place. Les éléments du dossier sont rendus publics par étapes, sans surenchère médiatique. L'objectif n'est pas de convaincre par le volume, mais par la cohérence. Ce mouvement implique les autorités judiciaires et sécuritaires à mesure que les preuves sont consolidées, et il se lie dans la capacité à déplacer le débat du soupçon vers le fait établi. Puis, la souveraineté logistique devient un levier central. Le renforcement de la coopération sécuritaire entre partenaires sahéliens vise à réduire la dépendance extérieure. Formation conjointe, échange de renseignements, mutualisation de moyens deviennent des leviers discrets mais structurants.
Pour Ibrahim Traoré, cet axe permet de montrer que la retenue actuelle s'appuie sur une capacité réelle, non sur une faiblesse. Enfin, la mobilisation civique compte autant que les décisions d'en haut. Encourager une vigilance informée plutôt qu'une colère spontanée aide à préserver la cohésion sociale. On pourra y voir un signe de réussite si le calme intérieur se maintient malgré la durée de la crise. Enfin, l'unité narrative complète l'ensemble. Parler d'une seule voix au niveau régional pour limiter les interprétations concurrentes. Cette feuille de route n'offre pas de résultat immédiat. Elle propose une méthode pour transformer le temps en allié, à condition que chaque étape reste lisible et mesurable. La scène de référence revient presque intacte comme un motif discret. Dans une cour poussiéreuse, des jeunes volontaires poursuivent leur entraînement sans éclat ni slogan pendant que la vie ordinaire tente de reprendre son rythme. Ce détail, déjà aperçu plus tôt, prend ici un autre sens. Il rappelle que derrière les calculs diplomatiques et les chiffres froids, il y a une société qui continue d'avancer sous contrainte. Au fil des semaines, la figure d'Ibrahim Traoré s'est chargée d'une symbolique nouvelle. Moins celle d'un homme pressé de trancher que celle d'un dirigeant contraint d'endurer. Survivre politiquement dans ce contexte ne signifie pas gagner chaque bras de fer, mais éviter que la crise n'engloutisse ce qui a été préservé. La patience devient alors un acte de courage, souvent invisible, rarement applaudi. Les témoignages qui circulent, ceux de soldats fatigués, de commerçants inquiets ou d'enseignants cherchant des mots pour expliquer l'actualité, convergent vers une attente modeste. Ils ne réclament pas une victoire spectaculaire, mais une continuité. Tenir, malgré la pression, malgré la peur d'une trahison répétée. Cette attente donne à la crise une dimension humaine que les communiqués officiels ne peuvent transmettre. Dans ce rappel final, l'émotion ne vient pas de l'escalade redoutée, mais de sa suspension. Le silence, autrefois perçu comme une faiblesse, devient un espace où se loge la dignité. Une phrase s'impose, simple et sans emphase, tenir peut être une forme de victoire. Arrivé à ce point, le récit ne cherche pas à conclure par une certitude, mais à ouvrir un espace de réflexion partagée. La crise décrite n'est ni close ni figée, et elle pose une question plus large sur la manière dont les sociétés jugent de leurs dirigeants en temps de tension. Faut-il mesurer l'efficacité à la rapidité des gestes ou à la capacité de traverser une épreuve sans tout perdre en chemin? Ce dilemme dépasse largement un cas particulier et résonne avec d'autres situations contemporaines. Pour le lecteur ou le spectateur, l'enjeu est aussi civique. Suivre ces événements avec attention, c'est exercer un regard critique sur les discours simplificateurs et les appels à l'émotion immédiate. C'est accepter que certaines décisions se lisent mieux dans la durée que dans l'instant. Le parcours d'Ibrahim Traoré, tel qu'il apparaît ici, invite à cette patience analytique, qu'on l'approuve ou qu'on la questionne. Si ce format vous a aidé à clarifier les mécanismes à l'œuvre, vous pouvez prolonger la discussion, partager ce contenu, confronter les interprétations ou formuler vos propres hypothèses contribue à enrichir le débat collectif. La question reste ouverte et elle vous appartient désormais. Jusqu'où seriez-vous prêt à accepter le silence comme stratégie et à quel moment exigeriez-vous un autre tempo?